Déjà pas mal de monde. Je vous propose qu'on démarre cette session. Donc, bienvenue pour cette nouvelle session collective dédiée à la communauté des entrepôts de données. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs Alzac, je suis responsable partenariat sur les entrepôts de données de santé au Health Data Hub. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Gaëlle et Elena qui représentent la direction des data au Health Data Hub et qui vont vous parler du format OMOP. Donc, je leur laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Anaïs, je suis Gaëlle Columeau, je suis data ingénieure dans l'équipe data Data Hub et aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction au format standard OMOP. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le modèle OMOP? Que veut dire OMOP CDM? Donc, ça signifie Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model. C'est un modèle de données standard et cette standardisation, elle passe par deux aspects. La standardisation syntaxique d'une base de données qui consiste en utiliser des tables et des variables standards, une structure standard, et la standardisation sémantique qui est l'utilisation de vocabulaire standard, de nomenclature standard pour décrire les procédures, les diagnostics, les médicaments, etc. Donc, dans quel cadre on va vouloir utiliser le modèle OMOP? En tout cas, dans quel cadre il sera pertinent d'utiliser ce modèle standard? Ce sera dans le cadre d'études observationnelles, fédérées et à grande échelle. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser OMOP CDM dans le cadre de gestion des données d'un établissement en interne, ce ne sera pas vraiment adapté puisque c'est un modèle qui va contenir des informations assez générales. Donc, on risque de perdre beaucoup de détails qui sont utiles pour la gestion interne de l'entreprise. Voilà, vraiment dans le cadre d'études observationnelles fédérées à grande échelle. Donc, le modèle OMOP, il a été créé en 2008 par la communauté éponyme. Et actuellement, c'est la communauté Odyssey, donc américaine, qui le maintient. Donc, c'est une communauté open source. Et à l'échelle européenne, c'est le consortium EDEN qui le promeut et qui permet notamment, à travers des appels à projets, de soutenir financièrement et humainement leurs partenaires qui décident de standardiser leurs données dans ce modèle. Aujourd'hui, il y a une petite trentaine de pays européens qui sont engagés dans la standardisation de leurs données vers OMOP CDM, ce qui constitue environ 130 sources de données. Les forces de ce modèle, c'est qu'il est centré sur le patient, ce qui va permettre de reconstruire plus facilement les parcours de soins. Dans certaines variables, on va pouvoir également conserver certaines données sources. On va utiliser des vocabulaires et terminologies standards donc qui vont permettre d'assurer l'interopérabilité sémantique. Donc, ce modèle est développé avec une démarche open source. Donc, il y a déjà des outils de qualité qui sont développés, qui sont mis à disposition des utilisateurs, une documentation disponible sur Internet, des méthodes de travail, etc. Et il y a une communauté toujours plus grande d'utilisateurs et d'outils qui utilisent ce standard. Donc, il est assez facile de trouver de l'aide quand on décide d'utiliser ce modèle. Maintenant, quelques généralités sur ce format. Donc, comme je l'expliquais, il permet de garantir l'interopérabilité sémantique des données avec l'utilisation de vocabulaire standard pour décrire les procédures, les médicaments, etc. Et la donnée, elle est répartie dans des domaines. Vous avez notamment une table pour ranger les procédures, une table pour ranger les diagnostics, une table pour ranger les médicaments, etc. Et ce partitionnement, il est fait en suivant des règles bien précises. Le fait que les données elles soient centrées autour du patient et des visites, c'est-à-dire des interactions que le patient a avec les établissements de santé, permet de favoriser les analyses des parcours de soins donc dans des études observationnelles. Et donc ce modèle, il facilite grandement l'identification de cohortes sur certains critères. Par exemple, si on souhaite identifier une cohorte de patients qui a reçu un diagnostic en particulier, c'est vraiment simple. Et il existe des outils qui requêtent directement ce genre de cohorte.
Donc ici, vous pouvez voir un schéma qui représente les différentes tables qu'on trouve dans le modèle. Donc tout en haut à gauche, vous avez donc une table patient qui contient des informations un peu sociodémographiques sur le patient. La table vraiment centrale dans le modèle OMOP, c'est la table des visites, ici dans la même zone en marron, visite occurrence, donc qui va recenser toutes les interactions du patient avec le système de santé. Et dans chaque visite, vous allez pouvoir détailler tous les événements médicaux qui se sont produits. Donc, par exemple, dans condition d'occurrence, juste en dessous, vous allez avoir les diagnostics. Vous allez également avoir donc, les médicaments, les procédures médicales, les dispositifs médicaux, les tests de biologie, des observations. On va également pouvoir noter des comptes rendus. Et donc, voilà. Donc, ça, ce sont les tables principales du modèle. Au milieu, en haut, vous allez également avoir des informations sur les établissements de santé et les professionnels de santé. Vous allez avoir également en rouge foncé marron, juste en dessous au centre, des tables de vocabulaire qui indiquent, qui recensent les liens entre les codes locaux utilisés, les codes sources utilisés dans les données sources. Donc, par exemple, si on a des procédures qui sont codées en CCAM, on va avoir dans ces tables tous les codes CCAM qui vont être renseignés, et également toutes les relations avec les codes standards dans le même sens que ces codes CCAM. Et voilà, toutes les relations, tous les codes utilisés dans les données. Ensuite, bon, il y a un peu de table annexe sur la droite, mais on ne va pas s'y attarder. Donc, comme je l'ai dit, un point clé d'OMAP-CDM, c'est l'utilisation de terminologie standard. Donc, dans le modèle, toutes les variables qui se terminent par nanana concept ID sont à renseigner en utilisant donc, des concepts de terminologie standard, donc standard selon OMOP. Et tous ces concepts standards, on peut les retrouver sur un portail Athena. Donc, par exemple, dans la variable gender concept ID, dans la table des personnes, des patients, on va avoir 8532 qui signifie femme et 8507 qui signifie homme. Donc, dans un autre contexte qu'OMOP, ces deux chiffres n'ont aucun sens. Donc, quelques exemples de terminologie standard. Pour les procédures, la biologie, le matériel médical, OMOP conseille d'utiliser donc SNOMED-CT. Pour la biologie, il est possible d'utiliser également LOINC pour le genre du patient gender et le type de visite, visite. Et donc, tout l'enjeu des terminologies standards, ça va être de trouver des correspondances entre tous les codes qu'on utilise dans les données sources et tous les codes standards. Donc ici, pour le sexe, c'est vraiment très simple parce que dans mon exemple, on n'a que 2 cas possibles. Mais voilà, si on décide de s'attarder à des nomenclatures qui ont plusieurs milliers de codes, c'est vraiment un travail colossal de trouver de telles correspondances. Ensuite, donc, les données dans OMOP, elles sont réparties en domaines. Donc, les domaines possibles, ce sont donc, drug, device, procedure, condition, observation, measurement. Et en fait, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que tous les diagnostics, par exemple, ne vont pas atterrir dans le domaine condition, donc, qui regroupe les conditions. Donc, par exemple, dans les données sources, vous allez avoir un code, le code de l'événement, donc par exemple, un certain code SIM10 pour décrire un diagnostic. Dans le modèle OMOP, vous allez pouvoir conserver votre code SIM10. Donc, par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un qui ne connaît absolument pas OMOP, ben, vous pourrez quand même réussir à comprendre de quel événement il s'agit avec le code SIM10. Et vous allez aussi donc, indiquer le code standard de l'événement, donc un code SNOMED-CT par exemple, qui est un code qui a un sens équivalent à celui de votre diagnostic SIM10. Et OMOP attribue un domaine à chaque code standard. Et donc, par exemple, dans les codes SIM10, il y en a une partie qui appartient au domaine condition et une partie qui appartient au domaine observation. Donc voilà, vos diagnostics SIM10 à la base vont être splittés en 2 domaines différents. Mais bon, après, la plupart du temps, pour la majorité des cas,
le domaine intuitif du départ sera le même que le domaine cible, mais pas toujours. Donc maintenant, pour illustrer un peu ce que je viens de dire à présent, on va faire une petite mise en situation avec les données de la base principale du SNDS. Donc on a construit un petit exemple avec le parcours de soins du personnage Camionnette. Donc c'est un petit exemple qui s'inspire d'une vidéo de formation de la CNAM avec un autre petit personnage et on l'a un peu adapté pour cette présentation et avec OMOP. Donc, on pourra voir comment vont être réparties les données de la différentes tables OMOP. Ça va permettre de mieux appréhender le modèle. Voilà, c'est la légende. Donc, dans les tables centrales, on a bien sûr la table des patients, la table personnes. Donc, dans le SNDS, les informations qui concernent les patients sont rangées dans le référentiel des bénéficiaires et UNR. Les informations qu'on va retrouver dans les deux tables sont l'année de naissance, le mois de naissance. Et ensuite, dans le nom des variables, toutes les variables qui se terminent par source value indiquent la valeur source de l'information. Donc, par exemple, ici, gender source value correspond à la valeur source du code du genre, donc ici 2 dans les données sources. Et dans la variable gender concept ID, ici, donc on va renseigner le concept standard, le concept ID qui correspond au genre. Donc ici, pour les femmes, 85-32, en reprenant mon exemple de tout à l'heure. Dans Location ID, on va pouvoir renseigner, donc ça fait appel à une autre, c'est une clé étrangère vers une autre table qui recense l'adresse des patients. Donc ici, dans le SNDS, les informations dont on dispose, c'est le code du département et le code de la commune. Et pour chaque table, on a un identifiant unique, donc une clé primaire. Donc ici, on donne 1 comme valeur pour personne ID. Ensuite, ici, c'est une petite présentation de la table CareSite. Donc, c'est les différents sites de soins dans lesquels se rend Camionnette. Donc ici, on dit qu'elle se rend à la pharmacie, à l'hôpital public et en clinique privée. Donc, dans le SNDS, ces informations, elles se situent pour la pharmacie dans ERFAF et pour les établissements hospitaliers dans la table des établissements du PMSI. Donc, dans le SNDS, les établissements ils sont identifiés par leur numéro FINES, ce qu'on va retrouver dans CareSite, dans CareSite Source Value. Ici, on va renseigner les différents numéros FINES des établissements. À l'aide de tables de correspondance, on va pouvoir trouver le nom de ces établissements qu'on va renseigner dans CareSite Name. On va pouvoir renseigner l'adresse des établissements qu'on va pouvoir identifier également grâce à leur numéro FINES et des tables de correspondance qui existent en libre accès. Et comme pour personne, on crée une clé primaire de la table pour identifier de manière unique chaque établissement. On va continuer un peu le parcours de soins du personnage de Camionnette. Donc, en 2013, Camionnette a mal au dos. Donc, elle décide de consulter son médecin généraliste qui lui diagnostique une lombalgie. Elle lui prescrit différentes choses. Une radio du rachis qu'elle réalise à l'hôpital privé des Peupliers, de l'ibuprofène et des séances de kinésithérapie. Donc, ça représente pas mal d'informations et on va voir comment ces informations vont être rangées dans les différentes tables du modèle OMOP. Donc, la table centrale du modèle, c'est la table des visites. Donc, ici, il y en a 4. Donc, la consultation chez le médecin, la visite à la pharmacie, la radio en clinique privée et une séance de kinésithérapie. Donc, toutes ces informations dans le SNDS, elles sont rangées dans la table des prestations pour les soins de ville, ERPRSF. Et donc, dans la table des visites occurrences, on va essayer de créer des liens entre les informations et la table OMOP. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour identifier une visite? L'identifiant de la personne. Donc ici, ça va être le pseudonyme, PNIR PSA. Donc, pour identifier de quel patient il s'agit. Bien sûr, les dates de début et de fin de visite. Ensuite, dans Provider ID, on va pouvoir renseigner le professionnel de santé dont il s'agit. Donc ici, dans le SNDS, on n'a pas d'informations sur la personne qui a effectué les soins, mais sur sa spécialité médicale. Donc c'est ça qu'on a choisi de représenter dans OMOP. Donc ça, par exemple, c'est un choix que l'on a dû faire
parfois, on doit faire des choix, on a plusieurs possibilités pour remplir une variable, et c'est à nous d'identifier quelle est l'information la plus pertinente à remplir dans chaque variable. Dans CareSite ID, donc les numéros finesse des établissements, ici ETB Préfin. Visite source value, ça indique le type de visite dont il s'agit. Donc ici, on a choisi d'utiliser donc PRS NATREF, qui est donc la nature de la prestation, que vous voyez ici. Et ensuite, on a dû établir donc des correspondances entre ces différents types de visites et des types de visites en OMOP. Donc, il y en a un peu moins que dans PRS NATREF. Ici, 9202, c'est simplement une visite en ambulatoire, enfin une visite externe. Et 581, 548, c'est la visite à la pharmacie. Dans Visite Tab Concept ID, donc dans toutes les variables Type Concept ID, on indique la provenance des données, donc ici, données de remboursement. Et puis, donc, je crois que c'est tout. Donc, comme pour les autres tables, on a notre visite occurrence ID qui est la clé primaire de la table. Ensuite, on ne va pas repasser sur tous les événements médicaux de camionnette, ce serait un peu long. On va s'attarder uniquement sur la procédure, qui est donc la radio du rachis dorsolaire. Donc, dans le SNDS, on a des informations dans ERPRSF et la table détaillée ERCAMF, donc des actes techniques médicaux réalisés en soins de ville. Dans la table des procédures, évidemment, on va pouvoir renseigner de quel patient il s'agit, toujours avec le pseudonyme. On va pouvoir connaître la date de la procédure, le nombre de procédures réalisées, le personnel de santé qui a réalisé la procédure. Donc ici, c'est pareil, on a juste la spécialité. On va pouvoir aussi savoir dans quelle visite s'est passée la procédure. Donc, ce qui permet de savoir toutes les procédures, par exemple, qui se sont produites dans la même... toutes les procédures qui se sont passées dans la même visite. Procédure source value, donc la valeur source du code de la procédure. Donc ici, c'est le code CCAM de la procédure. Et ensuite, donc, dans procédure concept ID, on va mettre le concept ID qui correspond, donc qui a un sens équivalent à la radio dorsolaire. Ici, procédure source concept ID, bon, c'est encore une variable d'indication de concept, mais bon, il y a une subtilité que je ne détaillerai pas ici. Si vous êtes intéressé, on pourra en reparler à la fin. Donc voilà. Et ça permet, par exemple, si vous êtes intéressé pour récolter la cohorte des patients qui ont subi une radiographie dorsolombaire, là, vous pouvez avoir directement la liste des patients avec une petite requête avec juste un filtre sur le code de la procédure. Voilà, une petite conclusion sur camionnette. Donc, dans toutes les tables, on renseigne l'identifiant de la personne, ce qui permet de rapidement faire des requêtes sur certains critères pour identifier une cohorte. Dans la table visite occurrence est reliée à l'aide de clés étrangères à toutes les tables d'événements cliniques. Donc, ce qui permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la visite d'un patient. Certaines infos ne seront pas disponibles dans le SNDS. Donc, parfois, on utilise une valeur par défaut. Donc ici, on n'a pas vu d'exemple, mais parfois, on n'a pas toutes les informations dans les données sources. Donc, OMOP propose des valeurs par défaut. On utilise donc un schéma standard et des vocabulaires standards, donc les deux parties de la standardisation, sémantique et syntaxique. Syntaxique et sémantique, plutôt dans ce sens-là. Et on peut toujours conserver les vocabulaires sources. Donc, par exemple, pour la procédure, on pouvait conserver le code CCAM dans la table des procédures. Ensuite, ici, c'est un petit schéma du cycle de la donnée. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne. Il y a peut-être eu un petit problème dans mes slides. Donc, la première étape du travail, ça va être de documenter, ou en tout cas d'avoir accès à une documentation précise des données sur lesquelles on travaille. Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle. La deuxième, ça va être le design
designer l'ETL en langage naturel, donc abstrait comme concept, mais ça veut dire établir des règles de correspondance en français entre les variables sources et les variables standards du modèle OMOP. Donc ça, c'est la partie standardisation syntaxique. Et ensuite, on va donc devoir aligner les concepts sources vers des concepts standards avec les vocabulaires standards du OMOP. Ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail assez théorique, on va implémenter les scripts de l'ETL. Et enfin, on pourra valider la qualité de la base de données standardisée, ou en tout cas mettre en qualité les données avec de nombreux tests de qualité qui sont déjà implémentés par OMOP. Et à cette étape, il est possible qu'on se rende compte qu'il faille faire des modifications sur les règles qu'on avait écrites auparavant. Donc, c'est un peu un processus itératif. Maintenant, on va un peu s'attarder sur certaines étapes. Donc, sur la partie design de l'ETL en langage naturel, donc comme je l'ai dit, ça signifie établir des règles de correspondance entre les tables et les variables sources et le modèle OMOP. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser dans cette étape. C'est quelles informations de la base source il serait pertinent de retrouver au format OMOP, parce que, en reprenant l'exemple du SNDS, c'est une base qui est tellement complexe, avec tellement de détails. Il y a des informations qui sont du détail, qui ne sont pas du tout pertinentes de retrouver au format OMOP. Donc, il faut arriver à ne pas perdre de vue l'objectif initial de l'étude pour laquelle on transforme ces données. Quels vocabulaires sont utilisés pour décrire les données sources? Parce que, bien évidemment, parfois, donc si on a des alignements à effectuer ensuite avec des vocabulaires standards, il faut identifier en amont le nombre de codes qu'on va devoir aligner. Et pour chaque table MOP, quelle variable on pourra renseigner ou pas, parce que on n'a pas forcément toutes les informations à la base de données sources. Les objectifs de ce travail, c'est de suivre la progression des travaux, de fournir à l'équipe technique des règles claires pour implémenter l'ETL, parce que ça, c'est une partie qui est faite par des personnes qui sont expertes dans les données sources. Et c'est pour ça qu'il faut établir une documentation extrêmement précise du travail à réaliser par l'équipe technique ensuite, qui n'ont pas forcément de connaissances précises des données sources. Et donc, ça fait une documentation du travail et ça facilite grandement la compréhension du code ensuite pour l'utilisateur final, pour les futures personnes qui reprendront ce travail. Du coup, ce travail il permet donc de garder une trace de la réflexion et du chiffrage, consigner les connaissances métiers aussi, toujours toujours pour aider l'équipe technique ensuite, qui ne connaît pas forcément les données médicales. Aussi dresser une liste des tables et des variables utilisées dans les données sources et présenter de façon synthétique les règles de correspondance. Donc ici à droite, un petit exemple de ce que ça pourrait donner. Donc ici, c'est pour la table personne avec la table du SNDS IRBNR. Donc c'est juste un tableau avec le champ et en face la règle. Donc il peut y avoir différents cas en fonction avec pour le genre. On peut mettre des conditions et parfois ça va juste être une relation 1-1 entre les deux. Parfois ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir faire plusieurs jointures avec de multiples tables. Donc voilà. Ensuite, concernant l'alignement des terminologies, donc comment faire concrètement? Donc on a dit qu'on devait trouver une correspondance entre chaque code source et des potentiels codes standards. Donc, il y a plusieurs cas possibles. Le plus simple, c'est parfois l'alignement est déjà fait. Par exemple, l'alignement entre les codes SIM10 et les codes standards SNOMED-CT existe et est disponible sur le portail Athena, donc qui est maintenu par OMOP et qui contient tous les vocabulaires utilisés jusqu'à présent par les utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, on a juste à télécharger les tables de vocabulaire du modèle OMOP et c'est vraiment très simple, ça prend 10 minutes. Dans un cas plus complexe, l'alignement n'a jamais été construit parce que personne n'a jamais utilisé cette nomenclature source. Et du coup, il faut le réaliser manuellement ou partiellement de manière automatique. Et c'est une étape qui nécessite une très bonne connaissance médicale des concepts
et qui ne peut pas être exécuté par une personne technique, voilà, pas les données médicales. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faciliter, ou en tout cas, voilà, améliorer faciliter ce travail-là. On peut se focaliser sur les codes les plus fréquents. Par exemple, si dans votre nomenclature, vous avez 5000 codes, mais qu'en réalité, 80% du temps, il y en a 50 qui sont utilisés, ben, on peut se focaliser sur les 50 qui sont les plus utilisés. Et puis, pour les autres, on va trouver des correspondances avec des niveaux de détail moins importants. On peut également passer par des alignements intermédiaires. Par exemple, là, j'ai bien un petit exemple avec les médicaments. Les codes CIP, il y en a énormément. Et si on les alignait vers la nomenclature standard utilisée dans OMOP, qui est RxNorm, il y a déjà un alignement avec ATC et RxNorm qui est réalisé. Donc, on peut passer par là. Bien sûr, ce sera beaucoup, beaucoup moins précis que si on a les codes CIP, mais ce sera déjà un début de travail. Voilà, ça sera partiel, mais il y aura déjà quelque chose de fait. Il y a également un outil qui a été développé par Odyssey qui s'appelle Usagi et qui permet de comparer sémantiquement les libellés des codes sources et des codes standards et qui propose de manière automatique des codes cibles. Donc voilà, c'est un outil qui aide. Bien sûr, il faut relire tous ces alignements, mais c'est une première d'aide au codage. Ensuite, donc on va passer on va sauter l'étape d'implémentation des scripts parce qu'il n'y a pas vraiment de recommandations et c'est une partie un peu plus technique. Mais la dernière étape donc, de tout ce processus, c'est de vérifier la qualité de la transformation parce qu'on peut très bien aligner ce qu'on veut, mais que ce soit d'une qualité très médiocre. Donc pour ça, OMOP propose différents outils de qualité open source qui permettent de vérifier un certain nombre de choses. Donc ici, je vous en présente deux. Le premier, c'est Achille, qui propose une visualisation de statistiques générales sur la population, comme des partitions pyramide des âges, répartition hommes-femmes, par domaine. Donc vous avez le nombre de procédures, le nombre de diagnostics réalisés et par concept. Donc par exemple, vous avez le top 10 des procédures, le top 10 des diagnostics. Vous pouvez voir pour un diagnostic la répartition en fonction du temps, ce genre de choses. Donc, c'est un travail qui est réalisé avec les experts des données sources pour vérifier qu'il n'y a pas de grosses erreurs qui ont été faites. Donc ici, on a mis un petit exemple de ce qu'on peut obtenir. Donc, c'est un code de détartrage et polissage dentaire dans la base principale du SNDS entre 2015 et 2021. Il y a une petite coquille là. Donc ici, on voit la prévalence de ce code pour 1000 personnes en fonction du temps. Et bon, voilà, c'est assez amusant parce qu'on peut voir qu'au mois d'août, les patients ne se rendent pas en tout cas beaucoup moins chez le dentiste pour se faire détartrer les dents. Et là, on peut clairement identifier la première vague de Covid en avril 2020. Le deuxième outil que je vous présente ici s'appelle Data Quality Dashboard et il contient plus de 3000 tests pour évaluer 3 critères. La plausibilité, la conformité et la complétude. Donc la plausibilité, c'est par exemple l'outil va donner le nombre de femmes parmi les patients qui sont atteints d'un cancer de la prostate. Et on peut également fixer des seuils pour que si donc, ce nombre-là n'atteint pas un certain seuil, on dit que le test a fonctionné. Donc voilà, des tests de plausibilité, des tests de conformité. Donc, par exemple, on va vérifier donc, les contraintes de clés étrangères. Donc, par exemple, si dans la table des visites, on a un identifiant Person ID qui n'existe pas dans la table des personnes, on considère qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de structure. On vérifie par exemple que toutes les dates de début sont intérieures aux dates de fin. On a également des tests de complétude. Donc, vérifier que, ici dans mon exemple, que les diagnostics, par exemple, sources en SIM10 par exemple, sont bien mappés avec des concepts standards. Donc voilà, à chaque fois, on compte le nombre de lignes qui ne respectent pas les tests. Et ensuite, on peut vérifier à la main, supprimer certaines lignes qui sont fausses
Voilà, ce genre de choses. C'est la partie mise en qualité de la donnée. Donc voilà, ma présentation est terminée. Je suis disponible si vous avez des questions sur le modèle, sur les étapes de la transformation ou sur des cas d'utilisation de ce modèle. Première question qui a été posée plutôt au début de la présentation. Je sais pas si, Oui. Alors, je pense qu'il vaut mieux la relire pour le replay derrière. Alors, vous avez mentionné reconstruire le parcours de soins du patient grâce au modèle OMOP. Y a-t-il une méthode de préconiser en bonne pratique? Est-ce que ce parcours sera générique et commun à tous les outils qui utilisent le modèle OMOP? Alors, quand j'ai mentionné reconstruire le parcours de soins du patient, ce que je voulais dire, c'était que donc, pour un patient, on peut accéder à la liste de toutes les visites qu'il a effectuées. Et comme on a les dates sur les visites, on peut savoir tous les événements qui se sont produits dans la vie du patient. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à demander des précisions en utilisant notre outil. Je vois qu'il y a des mains levées. Je vous invite à plutôt favoriser l'outil, ça nous permet de garder aussi une trace des questions derrière. N'hésitez pas, il y a une petite question-réponse dans laquelle vous pouvez poser et nous, on s'affiche de notre côté et on peut répondre dans la foulée. Alors, une autre question. Pour fournir les données au format OMOP au HDH, nous allons devoir synchroniser nos patients avec la base du SNDS et donc avoir une copie de cette base en local. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Alors peut-être que c'est plutôt Alexis qui peut répondre, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt une question en rapport avec les EDS. Par rapport à la mise au catalogue? Alors, pour moi, si je me permets de répondre, donc, pour la mise au catalogue des données ou pour le transfert de données au HDH, il n'est pas nécessaire de disposer d'une copie de la base du SNDS. Une des fonctionnalités, enfin une des choses que nous, on est capable de faire sur la plateforme du HDH, c'est justement le chaînage avec la base principale du SNDS. Dans un des projets qu'on mène aujourd'hui avec des établissements de santé, je parle sous ton contrôle Gaël qui est l'expert, ce qu'on fait c'est qu'on homopise, si je peux utiliser ce terme, les données au niveau des établissements de santé, qu'on viendra récupérer sur la plateforme et qu'on viendra ici, sur la plateforme du HDH, chaîner avec les données du SNDS lui-même homopisé. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, William. Ok. Pour répondre à Monsieur Somacal, et donc pas de parcours de soins type, simplement une succession de visites avec leur type domaine. Oui, c'est ça. Ensuite, existe-t-il un guide de mise en œuvre d'OMOP, éventuellement en tenant compte des spécificités françaises? Sur la mise en œuvre d'OMOP, il y a un très bon guide écrit par Odyssey qui s'appelle The Book of Odyssey. Je peux vous retrouver le lien si ça vous intéresse. Mais il y a beaucoup de documentation qui sont disponibles. Après, en tenant compte des spécificités françaises, nous, on a publié sur le site de la documentation SNDS les travaux qu'on avait fait sur le SNDS. Donc, ça concerne juste cette base de données pour le moment. Donc, il y a quand même quelques spécificités. Mais on a adapté certaines choses, mais qui sont assez faciles à repérer. Par exemple, dans la table des patients d'OMOP, il y a des variables c'est ethnicity ou race. C'est des concepts qui n'existent pas en France, donc simplement on les remplit pas et ça pose pas du tout de problème dans l'utilisation du modèle. Nous avons également fait une conversion des médicaments au format OMOP, originellement en UCD. Nous avons utilisé le mapping CIP dont le vocabulaire, appelé BDPM, est intégré en nom standard à OMOP. Doit être passé par ATC dans votre cas. Où avez-vous trouvé le mapping ATC-RX norm? On ne voit pas le vocabulaire ATC dans Athena.
Alors, si ATC est dans Athéna, mais peut-être pas sous ce nom. Bah, peut-être que c'est. Il me semble, je suis quasiment sûre qu'il y a ATC dans Athéna. En tout cas, c'est ce qu'on a utilisé pour la transformation du SNDS en OMOP. On a utilisé le mapping ATC RX norm qui existe bien. Et comme on connaît la correspondance, plutôt la correspondance de CIP vers ATC, on a aligné sur ATC. Autre question, à partir d'un EDS, si l'on souhaite utiliser les cohortes offertes par OMOP, devons-nous aligner les bases SGBD directement via ETL comme vous avez fait, ou peut-on alimenter le modèle OMOP via un web service ou système d'import de fichiers? Alors, pour utiliser la partie pour mettre ces données au format OMOP, on n'est pas obligé de passer par un SGBD, on peut utiliser ce qu'on veut. Là où on est dans l'obligation d'utiliser un SGBD, c'est pour si on veut utiliser les tests de qualité Odyssey qui existent déjà, il faut absolument que les données soient dans un SGBD. Du coup, une solution à laquelle je pense, mais qui est peut-être, qui n'est pas l'idéal, mais qui est mon idée, c'est de faire une petite sous-cohorte, un petit échantillon de la base initiale, de la mettre dans un SGBD et d'effectuer les tests de qualité sur ce sous-échantillon pour avoir une idée de la qualité et ensuite appliquer les modifications à l'entièreté de la cohorte. Pourriez-vous partager les liens des derniers outils cités? Oui, tout à fait. Ce qu'on peut faire, sinon, c'est que je pourrais les transmettre par mail avec le support et le lien du replay, comme ça, ce sera peut-être plus facile à conserver à la suite. Très bien. Donc, si je me rappelle bien, je pourrais vous transférer donc la documentation OMOP. Donc, il y avait The Book of Odyssey, il y avait donc l'outil Athéna, et puis je peux vous transmettre également les liens des dépôts Git Achille, Data Quality Dashboard et d'autres outils de qualité qui existent. Comment différenciez-vous les données SIM10 qui alimentent conditions et procédures? Alors, juste avec les codes SIM10, comme ça, on ne peut pas. Par contre, dans l'outil Athéna, donc il y a la liste des codes SIM10 et la liste des codes SNOMED correspondants. Et en fait, c'est le code SNOMED vers lequel est aligné le code SIM10 qui indique dans quelle table sera rangé le code SIM10. Donc, par exemple, si vous avez un code SIM10 qui est aligné vers un concept standard X qui appartient au domaine condition, votre diagnostic, il va arriver dans la table des conditions. Et si vous avez un code SIM10 qui est mappé vers un autre code standard Y qui appartient au domaine procédure, votre diagnostic va être rangé dans la table des procédures. Bon, là, c'est un peu plus embêtant parce qu'un diagnostic qui est une procédure, c'est un peu plus... je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais en tout cas, il y a à peu près, pour information, il y a à peu près 80% des codes SIM10 qui sont classés dans Conditions, si je me souviens bien, et quand même 20% qui sont classés dans Observations. Donc voilà. Pour le mapping CCAM non standard OMOP, comment avez-vous aligné? Il y a un alignement commun en France. Alors, on est actuellement en train de travailler sur cet alignement CCAM OMOP, CCAM SNOMED CT. Et donc, il faut avoir une licence SNOMED pour pouvoir publier de tels alignements. Donc, cette licence a été obtenue par l'ANS récemment. Il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, on est en train de discuter avec eux pour
pour trouver une manière de publier ces alignements CCAM SNOMED qu'on a réalisé. Donc voilà, je pense que dans les prochains mois, ça sera cet alignement réalisé par le HDH sera disponible. Mais voilà, donc c'est un premier travail d'alignement et de toute manière, donc ce sont des alignements qui sont amenés à être améliorés, à être partagés et puis ouverts à l'amélioration par tous ceux qui seront intéressés. Cet alignement sera-t-il disponible librement? Alors, je suis pas sûre. Si ça vous intéresse, je pourrais envoyer peut-être des informations. Il me semble qu'il faut posséder une licence SNOMED pour utiliser ces alignements. Mais j'ai compris qu'il était question que l'ANS distribue des licences aux structures qui en avaient besoin sous certains critères. Mais donc voilà, au niveau de la France, ce sera l'ANS qui sera responsable de la distribution de ces licences. Mais oui, il me semble que si on veut utiliser SNOMED, en tout cas, il faut posséder une licence si on veut publier des choses ou l'utiliser en interne pour son établissement. Donc, on arrive au bout des questions. En tout cas, sachez que s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit dans les prochaines semaines, on reste à disposition, bien sûr, pour y répondre. Donc, comme j'ai dit, à disposition sur la chaîne YouTube du HDH le replay de cette session. Je transmettrai également le support et les liens que Gaëlle vous a mentionnés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle session collective. Une bonne journée à tous. Au revoir.